Après la christianisation de la régente Olga, son fils Sviatoslav entreprendra des conquêtes contre le puissant empire khazar. Appelé à combattre les Bulgares, celui-ci se retrouvera nez à nez face aux Byzantins. À sa mort, une guerre civile éclatera entre ses trois fils pour le trône. De cette guerre découlera l'un des plus grands règnes de la Russe de Kiev, le règne de Vladimir. En 945, le grand prince de Kiev Igor, parti pour prélever l'impôt, meurt assassiné. Sa femme Olga, dévastée par la mort de son mari, entreprit une vengeance sanglante envers les Drevlianes. Étant devenue régente le temps que son fils Sviatoslav soit majeur, elle lancera une réorganisation de la Russe de Kiev et se convertira au christianisme. Olga, décrite comme plutôt sage et pieuse, son fils Sviatoslav est quant à lui montré comme un véritable guerrier vareg considéré comme le dernier viking. Il refuse de se convertir à la chrétienté, jugeant que cet acte le rendrait faible aux yeux de ses hommes. De plus, il est le premier dirigeant de la Russe de Kiev à porter un nom slave. En effet, Sviatoslav se traduit par « gloire sacrée », ce qui nous montre l'implantation du mélange des deux ethnies, scandinaves et slaves. Des années plus tard, Olga continue d'administrer le pays depuis la capitale Kiev. Arrivé à maturité, son fils Sviatoslav, devenu à son tour grand prince de Kiev, se lance non pas dans un raid comme ses prédécesseurs, mais dans une conquête militaire en direction de l'empire khazar. « 964. Sviatoslav rassemble son armée et part à la conquête du puissant empire khazar. Tout d'abord, le prince de Kiev entreprend de faire passer les peuples tributaires des Khazars sous sa tutelle. Pour cela, il réalise des expéditions sur le cours de l'Oka et de la Volga et soumet les Viatiches. L'armée de Sviatoslav nous est parfaitement bien décrite par l'historien Léon le Diacre. Celle-ci est composée en majorité d'infanterie équipée de cottes de mailles et d'un long bouclier. Dépourvus de cavalerie, les Russes préfèrent payer les services de compagnies de mercenaires pour cela. L'année suivante, en 965, avec son armée, il redescend en bateau le long de la Volga, puis lance toutes ses forces dans une campagne d'envergure sur les terres khazars. Arrivé devant Sarkel, dit le Château Blanc, reconnu pour ses imposants remparts, Sviatoslav prend celle-ci et la ravage. Puis, il s'empare des principales villes khazars qu'il saccage comme à Itil, ceci mettant en grande difficulté l'empire khazar. Mais le prince ne s'arrête pas là. Il défait les Jazis, peuples s'identifiant aux Ossètes ou aux Alains, et bat les Kassogis, apparentés aux Tcherkesses. Le géographe arabe Ibn Okal raconte que les Russes ont marché jusqu'au port de Samender sur la mer Caspienne. Certaines sources expliquent que la campagne de Sviatoslav a complètement anéanti l'empire khazar qui ne pourra jamais s'en remettre, marquant le déclin puis la chute des Khazars. Cette conquête est une victoire militaire mais aussi économique, car celle-ci permet d'ouvrir l'accès à la vallée du Don, au Kouban et à la Caspienne, faisant grandir l'influence de la Russe de Kiev toujours plus loin. L'État khazar étant ravagé, le prince de Kiev reçoit une offre de la part des Byzantins que celui-ci ne peut refuser. En 967, l'alliance bulgaro-grecque est rompue par l'empereur Nicéphore Phocas, qui estime que les Bulgares ne s'investissent pas assez contre leurs ennemis hongrois. En effet, depuis quelques années, l'Empire byzantin vit une situation assez complexe. Après la mort de Constantin VII, les règnes s'enchaînent rapidement passant par Romain II, Nicéphore Phocas, puis enfin Jean de Tzimiskès. Tout cela crée une période de troubles où des conspirations et des révoltes voient le jour en Orient comme en Occident. L'Empire, sûrement dépassé militairement, préfère payer les services des peuples environnants
et ce fut pour cela que l'empereur Nicéphore Phocas, ne voulant plus payer le tribut aux Bulgares selon l'accord de 927, s'accorde à payer 1500 livres d'or à Sviatoslav pour que celui-ci combatte les Bulgares dont l'influence conteste les intérêts des Byzantins dans les Balkans. Sviatoslav, sans prendre le temps de s'assurer ses conquêtes en Khazarie, part au plus vite pour sa nouvelle campagne. Sviatoslav, à la tête d'une armée de 10 000 hommes, débarque au delta du sud du Danube, vers 967. Dès le début, il réussit à battre l'armée bulgare et à s'emparer de Pereslavec, dite la Petit Preslav, sans trop de difficultés, profitant de l'instabilité de la région, où l'élite bulgare se révolta contre le tsar Pierre Ier. Mettant à genoux les Bulgares, peu de temps après, en 968, Sviatoslav reçut un messager provenant de Russe. Les Petchenegs ont pénétré en Russe et ont posé le siège sur Kiev. Le prince, apprenant la nouvelle, quitte en toute hâte les terres de Bulgarie pour aller au secours de sa capitale. Arrivé à Kiev, la ville a su résister aux attaques des envahisseurs qui ont dû battre en retraite. Sviatoslav, quant à lui, reçoit des reproches de ses sujets. « Tu es en quête de terres étrangères, d'elles tu te soucies, et tu abandonnes la tienne. Or, les Petchenegs ont failli s'emparer de nous, de ta mère et de tes enfants. » Malgré ces dires, l'année suivante, en 969, Sviatoslav fait une annonce surprenante. « Je ne me plais guère à résider à Kiev. Je veux vivre à Pereslavet sur le Danube, là où est le cœur de mes possessions. Tous les biens y abondent, or, soie, vin et fruits de la terre des Grecs, argent et chevaux de Hongrie, fourrure, cire, miel et esclaves de la Russe. » Au même moment, sa mère Olga, tombée malade, implore son fils de rester à ses côtés jusqu'à sa mort. Entre-temps, l'empereur Nicéphore Phocas se rend compte de son erreur. Le prince Sviatoslav a bel et bien affaibli les Bulgares, mais commence à devenir une menace qui s'est installée aux portes de l'Empire. Revenant au plus vite de ses campagnes de Syrie, Nicéphore décide de retourner sa veste et de s'allier au tsar Pierre Ier de Bulgarie pour joindre leurs forces contre les Russes. La même année, un coup de force se joue dans l'Empire byzantin. À Constantinople, l'empereur Nicéphore Phocas est assassiné et remplacé par Jean de Tzimiskès, un général de renom qui dans le passé participa à l'expansion byzantine en Orient. Dans le même temps, Sviatoslav décide de partager ses possessions territoriales entre ses fils. L'aîné Yaropold reçoit Kiev. Oleg le cadet récupère les terres des Drevlianes. Quant au plus jeune, Vladimir, il acquiert les terres du nord de la Russe vers Novgorod. Le partage étant fait, Sviatoslav retourne en Bulgarie. Il récupère les terres perdues dont Pereslavec et s'élance à la conquête de la Bulgarie du Nord, s'emparant au passage de la capitale Preslav ainsi que les deux fils du tsar Boris et Romain. Le prince en profite pour allier une puissante coalition autour de lui, composée de Bulgares, de Petchenegs mais aussi de Hongrois. Avec cette force d'invasion, il s'accapare la ville byzantine de Philippopolis, ville étant une fortification avec des emplacements stratégiques majeurs dans la région. À cet instant, l'alliance bulgaro-byzantine est clairement en train de perdre la guerre, mais se prépare à contre-attaquer. En 970, la situation du côté grec devient de plus en plus critique. Sviatoslav, ayant été appelé par les Byzantins pour affaiblir la Bulgarie, a complètement dépassé son objectif et est devenu une menace pour l'Empire. Voyant cela, Jean Tzimiskès tente de négocier avec Sviatoslav en l'implorant de ne pas briser les anciennes conventions. Le prince lui répondit avec froideur « Je n'ai jamais quitté un pays sans percevoir un impôt important. » Et il ajoute « Je suis prêt à rejeter les Byzantins en Asie. » L'accord étant rejeté, Jean Tzimiskès rassemble une armée menée par le général Bardas Skléros pour marcher contre les Russes qui viennent de pénétrer en Thrace. Agissant rapidement, les Byzantins lancent une offensive sur l'armée de Sviatoslav près d'Arkadiopol. Bardas Skléros, à la tête d'environ 10 000 hommes, fait face à la coalition russe regroupant environ 30 000 hommes. Étant en infériorité numérique, Skléros décide de diviser ses forces en 3 groupes, dont 2 sont placés en embuscade dans les bois environnants. Après une première charge,
les Byzantins opèrent un repli dans l'ordre menant les troupes russes jusqu'aux hauteurs d'Arcadiapolis. Skléros relance une charge, puis il ordonne de faire sonner les trompes de guerre. Puis tout à coup, les Byzantins embusqués dans les bois encerclent l'armée russe. Pris de panique, les Russes durent fuir le chaos. À la fin de la bataille, les Byzantins n'eurent quelques pertes comparées à la coalition dont les morts se comptent en milliers. Pendant cette défaite, les Russes perdent leur avant-garde et une grande partie de leur drojina, les obligeant à se replier sur les Balkans vers Philippopolis. Après cette victoire, le général Bardas Skléros dut être envoyé en Asie mineure pour combattre une révolte menée par son homonyme Bardas Phokas. Après une courte période d'accalmie, les Byzantins repartent à l'offensive vers 971. Mené par l'empereur lui-même, Jean Tzimiskès réussit à infliger plusieurs revers aux Russes. Le 7 avril, les Grecs délogent les Russes de la Grande Preslav, où l'empereur en profite pour fêter Pâques et resserrer les liens avec les Bulgares, leur promettant qu'il n'était pas venu pour asservir mais bel et bien pour les libérer. Preslav libérée, l'armée byzantine marche vers Dorostolon. « 23 avril 971. Sviatoslav joue la défensive, en plaçant ses hommes en phalange au centre et place la cavalerie sur les flancs. Les Byzantins lancèrent l'offensive se brisant contre la résistance des Russes. Lors de cette bataille, certaines sources indiquent qu'il a fallu une dizaine de charges de cavalerie pour faire céder l'armée russe. Sviatoslav, ordonnant le repli dans la ville, l'empereur victorieux pose le siège, rejoint 2 jours plus tard par la flotte byzantine. Cependant, les Russes arrivent à tenir et à se ravitailler par bateau, bien que l'étau commence à se resserrer petit à petit. Environ 3 mois plus tard, le 24 juillet, une dernière sortie est effectuée par les troupes de Sviatoslav. Les hommes, désespérés, tentent le tout pour le tout. L'affrontement est acharné. Les épées s'entrechoquent et percent les côtes de mailles. Les flèches volent en tout lieu. L'endroit se transforme en chaos et à la fin de la bataille, c'est un massacre. Sviatoslav échoue à briser l'encerclement. Celui-ci perd la majeure partie de son armée et se voit obligé de commencer les négociations avec l'ennemi. Après avoir subi une autre défaite à la bataille de Dorostolon, le prince Sviatoslav décide d'ouvrir les pourparlers avec l'empereur Jean Tzimiskès. Les 2 hommes se donnent rendez-vous sur les rives du Danube. Un historien byzantin, Léon de Diacre, nous rapporte le récit de cette rencontre. L'empereur est à cheval, revêtu d'une armure d'or, à la tête de ses cavaliers resplendissants. Il s'avance jusqu'au bord du Danube. Sviatoslav s'approche dans une barque, où il rame avec ses guerriers. Il était de taille moyenne, il avait les sourcils épais, les yeux gris-bleu, sa lèvre supérieure s'ornait de duvuteuses moustaches. Il était bien bâti, mais avait l'air raide et furieux. Assis à la poupe du bateau, il eut un bref échange avec l'empereur. De cet accord, Sviatoslav renonce à ses conquêtes et à ses ambitions dans les Balkans. Il rend la ville de Dorostolon à l'empereur en échange du libre passage pour ses hommes jusqu'en Russe. L'empereur accepte. Les Byzantins ont réussi à récupérer la mainmise sur la Bulgarie, mais en ressort affaibli de tous ces affrontements. De plus, il propose aux Péchénègues un accord d'amitié les priant de laisser Sviatoslav rentrer chez lui. Ceux-ci acceptèrent l'offre des Grecs, mais se montrèrent plus réticents au sujet du prince russe qui, à leurs yeux, n'avait pas respecté les précédents accords. Sviatoslav, quant à lui, rassemble peu d'hommes qui lui restent et décide de partir en bateau. Svenald, ancien capitaine de son père Igor, lui conseille de prendre la route à cheval, mais le prince insiste. À leur départ, les Bulgares annoncent aux Péchénègues que le prince Sviatoslav part en bateau chargé de butin, de prisonniers, accompagné d'une petite escorte. Les Péchénègues en profitent pour tendre une embuscade. Sviatoslav, voyant les cours d'eau bloqués du Dniepr par les Péchénègues, tente de forcer le passage. Lors de l'affrontement, Sviatoslav et ses hommes sont tous tués. Ils tuèrent Sviatoslav, lui coupèrent la tête, firent de son crâne une coupe en la cerclant de fer, et ils s'en servaient pour boire. Ainsi se termine l'épopée de Sviatoslav.
l'événement de la mort de Sviatoslav va plonger le pays dans ce que l'on appelle la première guerre dynastique russe. Aujourd'hui encore, le doute à son sujet anime les historiens. Le fait d'anéantir l'empire khazar, qui servait de frontière entre le monde occidental et asiatique, ouvra une brèche aux peuples des steppes d'Asie, qui seront un véritable fardeau pour la Russie kievienne dans les années à venir. Sviatoslav voulait-il partir à la conquête de nouvelles terres par impulsivité ou sur un plan mûrement réfléchi? Même si ses intentions étaient plus tournées vers les conquêtes extérieures, les limites de son territoire furent une ébauche du futur empire de Russie, regroupant la Volga, le Dniepr et le Danube. De plus, Sviatoslav est le premier grand prince de la Russe de Kiev à détenir le titre de Khagan de Khazarie. Combattant, stratège, considéré comme le dernier Vareg, Sviatoslav marqua l'histoire à jamais sous le nom de Sviatoslav, dit le Brave. Merci à vous d'avoir regardé cette 4e vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me donner vos retours, partagez à vos amis qui, tout comme moi, sont des passionnés d'histoire, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour le prochain épisode de Histoire totale sur le règne de Vladimir.